À 18 ans, j'avais la chance de faire partie de ces gens qui savaient ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Mon truc à moi, c'était les gens. Je dois vous dire que j'ai grandi dans un endroit où rares étaient celles et ceux qui pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils avaient envie de leur vie. Un peu résignés, un peu bloqués. Alors rallumer la flamme, faire en sorte que tout le monde puisse avoir les clés pour construire la vie professionnelle et donc la vie tout court qui lui convient. J'en ai fait ma vocation. À 22 ans, je démarre ma vie professionnelle dans une entreprise que j'ai tout fait pour rejoindre, dans l'univers des ressources humaines, les RH. J'y croiserai des managers qui n'aiment pas manager et une culture où le contrôle prévalait sur la confiance. Bref, je suis partie. Je suis partie et ça a été une erreur. Une erreur parce qu'en fait, j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai quitté l'entreprise, mais aussi le métier. À 30 ans, je vis dans un monde mutant. Un monde où les mutations du rapport au travail questionnent les individus et bousculent les entreprises. Pourtant, dans ce monde-là, moi j'ai la conviction intime que les aspirations des individus sont finalement alignées avec les enjeux des entreprises. Alors je me dis que je vais utiliser mon temps à ça, chercher une solution pour réaligner les mondes. À 30 ans, avec So Many Ways, ça fait déjà quelques années aussi qu'on accompagne des individus dans l'entreprise, les collaborateurs et en dehors, qui se posent quelques questions sur leur travail et qui se demandent quelle peut être la prochaine étape. Et en accompagnant ces milliers de personnes, j'ai fait 4 constats que je vais vous partager. Le premier, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Alors, on ne peut pas nous en vouloir. Malheureusement, la connaissance de soi, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à l'école. Alors, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on parle de sens au travail, mais finalement, quand on creuse, il y a quoi derrière? Et pour autant, le sujet est là. Hein. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Qu'est-ce qui est vraiment important à un instant T? Quand on se pose cette question, quand on redescend un petit peu dans l'entonnoir de la réflexion, on se rend souvent compte que plus que dans la grande démission, c'est dans les petits ajustements que se cache la solution. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est que finalement, quand les gens savent enfin ce qu'ils veulent, et qu'on leur demande « mais est-ce que tu en as parlé autour de toi ?» Est-ce que tu en as parlé à ton manager, à ton RH, à ton collègue qui peut-être est concerné par le sujet? Dans 80% des cas, la réponse est non. Parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur de ce qu'on va nous répondre, parce qu'on a peur de ne pas être entendu. Chacun sa petite raison. Pourtant, on sous-estime pleinement, mais alors vraiment beaucoup, le pouvoir des conversations. Des conversations franches, sincères, authentiques. On est capable de se dire ça. Je ne dis pas que ça résout tout, mais je pense qu'en tout cas, c'est un point de départ absolument nécessaire. Alors malheureusement, aujourd'hui encore, dans le flot de nos quotidiens, parfois un petit peu pressés, et même dans les grands moments de conversation en entreprise, dédiés à parler de tout ça, l'entretien annuel, l'entretien professionnel, on parle encore un peu trop de performance et pas assez de sens. Le troisième constat que j'ai fait, c'est qu'on était beaucoup plus puissant que ce qu'on croyait, chacun d'entre nous. Alors on ne va pas se mentir, on ne peut pas tous choisir son travail. C'est pas vrai. En tout cas, dans le vaste monde, en dehors de cet hôtel dans lequel on a la chance d'être réunis, on ne peut pas tous choisir son travail. En revanche, on a tous un pouvoir d'action sur comment on le fait. Vous avez tous vécu, je pense, dans un train, ce contrôleur qui prend le micro, qui nous fait une petite blague, qui nous chante une chanson. Un truc qui aura égayé la journée des centaines de passagers qui sont là. Ça, c'est du pouvoir d'action. Le quatrième et dernier constat que j'ai fait, c'est que la vie est coquine. Vraiment. Parce que quand on choisit de partir avant d'avoir parlé, de ne pas avoir regardé ce sujet en face, là où on est, eh ben ça nous rattrape. Quelques mois, quelques années plus tard, on se retrouve face au même problème. C'est assez amusant de le constater. Alors face à tout ça, je me suis dit qu'il y avait urgence. Urgence à quoi? Urgence à agir massivement, à agir sur le plus grand nombre, pas juste en haut de la pyramide dans les organisations, mais vraiment sur tout le monde, 100% des gens. Et à agir de manière préventive, avant qu'il soit trop tard, avant que ça se traduise peut-être par un départ ou par un burn-out, dans le pire des cas. Et comment agir?
je me suis dit que la solution, en fait, autant aux enjeux RH, par exemple des engagements, qu'à la quête d'épanouissement personnel, qui nous réunit sans doute ici, il y avait une compétence, encore une compétence qu'on n'avait pas appris à l'école et qui pouvait être intéressant de développer. Au début, j'appelais ça la capacité à faire reverdir l'herbe là où on se trouve. Et puis après, j'ai découvert que ça avait un petit nom. Ça s'appelle le job crafting. Le job crafting, c'est quoi? C'est l'art de façonner son travail, vous voyez, de le modifier, de l'ajuster, pour y trouver plus de sens. C'est l'art de façonner son job du moment, quelque part, pour qu'il nous convienne mieux. Alors le job crafting, ça peut concerner plein de comportements, plein d'attitudes, qui nous permettent d'agir finalement sur plein de choses. À la fois sur les tâches, qu'est-ce que je fais au quotidien, comment je le fais, à la fois sur nos relations interpersonnelles, qu'elles soient avec notre manager ou nos collègues, celles et ceux avec qui on vit au quotidien, que ce soit sur l'organisation du travail, nos horaires, la manière dont on fonctionne. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, sur notre perception du travail. Parce que vous savez, il y a un truc avec le bonheur, c'est qu'on a du mal à le trouver quand nos expectatives sont supérieures à notre réalité. Et que nous, les Français en particulier, on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de notre travail. Peut-être un peu trop, parfois. Alors, concrètement, comment on jobcraft? Le premier point, c'est d'identifier ses besoins. Ses besoins au travail du moment. Mais ses besoins vraiment fondamentaux, prioritaires de ce moment-là. Parce que oui, on rêve tous et toutes du job parfait. Celui qui est à côté de chez nous, avec des collègues qui sont non seulement sympas, mais en plus très bons, avec un manager qui est à la fois bienveillant et inspirant, où on est bien payé, évidemment, enfin bref, vous voyez, on veut cocher toutes les cases. Sauf que le job parfait, si vous voulez, c'est un petit peu comme le prince charmant. On est nombreux, nombreuses, ou la princesse charmante, à le chercher, à la chercher, mais rares sont celles et ceux qui l'ont trouvé. Alors, premier point, prendre le temps de faire le point sur ses besoins. Et une fois qu'on a identifié ses besoins, se dire, OK, dans quelle mesure sont-ils satisfaits aujourd'hui? Déjà là, on va peut-être se rendre compte que la plupart d'entre eux sont là, qui sont bien répondus dans mon quotidien professionnel. Et tant mieux, et c'est peut-être bien de prendre le temps de s'y arrêter et de remercier celles et ceux autour de nous qui font en sorte que ça se passe bien. Et sur un besoin principal pour nous qui n'est pas satisfait aujourd'hui, on va pouvoir se poser la question de qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour trouver des éléments d'ajustement. C'est ça, le job crafting. Alors pour ça, on peut s'appuyer sur plein de choses. Je vais vous présenter 3 outils parmi des centaines que peut-être, en fonction de chacun d'entre vous dans cette salle, déjà pourraient vous être utiles. Le premier, c'est le sweet spot. Matrice, compétence, appétence. Bon, c'est simple, vous prenez toutes vos tâches du moment et vous essayez de les positionner là. Qu'est-ce que j'aime et que je sais faire, en haut à droite, ça devient votre sweet spot. Et puis bon, vous comprendrez que ce qui est en bas à gauche est peut-être un petit peu moins satisfaisant. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se poser la question peut-être de comment on peut ajuster les choses. D'ailleurs, c'est intéressant, si vous le faites en équipe, ça s'est passé dans la mienne. Une fois, j'avais quelqu'un qui était au commercial et qui avait en bas à gauche de devoir refaire un petit peu les plaquettes super jolies, vous voyez. Et j'avais quelqu'un qui était à la communication et qui avait en bas à gauche de gérer la campagne RP, appeler des journalistes. Elles se sont rendues compte qu'en fait, elles pouvaient échanger. Et ça marchait vachement mieux. Avec le sweet spot, il y a aussi quelque chose qui est important. Est-ce que vous savez combien de pourcentage de nos tâches nous devons avoir qui nous satisfont pour être contents au travail, pour être heureux et épanouis? Quel pourcentage de vos tâches quotidiennes doit vous procurer du plaisir et de la satisfaction pour être épanoui? 20%. 20%, ça va, hein? Bon, il y a quand même une petite nuance. Il y a une petite nuance, c'est que c'est 20% par jour. En gros, si vous adorez faire de l'administratif dans votre job, ça existe, et que vous faites ça tous les vendredis, eh bien ça ne va pas. Il vaut mieux que vous fassiez ça 1 heure par jour. C'est ça que ça nous dit. Et sur ça, en général, on a la main. Vous voyez? On a la main sur l'organisation de certaines choses dans son travail. Un deuxième, l'énergie map. C'est un peu la même idée, vous prenez toutes vos tâches, mais cette fois-ci, vous les positionnez dans le rapport entre le temps que vous y passez et l'énergie que ça vous apporte.
Et là, vous allez peut-être regarder ce qu'il y a en bas à droite et voir si vous ne pouvez pas un petit peu y passer plus de temps, puisque c'est ces tâches qui vous donnent de l'énergie. Et ce qui est en haut à gauche, vous allez vous dire, tiens, est-ce que je ne peux pas y passer un tout petit peu moins de temps? Ce n'est pas toujours possible pour tout, mais combien de fois prenez-vous le temps de vous poser sur ces sujets dans vos quotidiens? On est pris dans le flot, hein, et puis on oublie de prendre ce temps-là. Un petit dernier, le scanner de relation. Alors là, je vous invite à penser à quelqu'un avec qui vous travaillez régulièrement et vraiment il vous agace. Ça y est, vous le voyez? Il vous agace vraiment énormément, mais vous ne lui avez jamais dit. Ce n'est pas forcément votre boss, hein, ça peut être votre collègue d'à côté, celui qui est toujours assis à côté de vous. Il va falloir lui faire un feedback, peut-être. Ou peut-être pas, parce que peut-être que c'est à vous d'accepter qu'il est comme ça. Je ne sais pas encore. Hein? Parce qu'on peut faire un feedback sur quelque chose qui concerne peut-être le travail, mais si vous n'aimez pas la manière dont il mâche son chewing-gum, je ne sais pas si vous pourrez le changer, vous voyez. Alors, avec ce scanner à relation, c'est de se poser toutes ces questions-là. Qu'est-ce que je pense de cette personne? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je lui ai dit ou qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens dans mes tripes? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qu'il a fait? Écrire. Parce que quand on écrit, on sort de sa tête. Et quand on sort de sa tête, finalement, déjà, c'est là. Et il y a une forme de distance qui se met. Et là, on va pouvoir agir. Alors, sur chacun de ces points, hein, bien sûr, ça ne suffit pas de juste réfléchir. Après, il faut agir. Parce que les solutions, elles se trouvent dans l'action. Elles se trouvent dans l'action, donc dans le job crafting, je vous ai dit, le premier point, c'est d'identifier quels sont ses besoins vraiment, de regarder ensuite s'ils sont satisfaits ou pas. Là où ils ne sont pas satisfaits, de réfléchir, de se poser pour essayer d'identifier des solutions. C'est ce qu'on a vu là, peut-être qu'avec le relationship scanner, on va se dire, bah, tiens, je vais aller parler à ce collègue et lui dire très précisément ce que j'aimerais qu'il change. Mais ensuite, il y a l'action. Et nous, ce qu'on aime bien dire pour l'action, c'est le petit pas. Un petit pas, c'est quoi? C'est une action qui est suffisamment précise, délimitée et claire pour qu'on ait envie de la faire. Et que donc on ne procrastine pas. Vous voyez, si mon action, c'est de dire je vais aller faire un feedback à mon collègue, un jour je ferai un feedback à mon collègue, ça ne marche pas. Ben non, on a toujours une bonne raison de ne pas le faire, bien sûr. En revanche, si mon petit pas, c'est la semaine prochaine, à la fin de la réunion où Jean-Michel il termine toujours en retard, je me promets que je vais le lui dire et que je vais lui dire comme ça. Ça, c'est un petit pas. Et donc ça, on peut prendre un engagement avec soi-même pour avancer sur le sujet. Pourquoi c'est puissant, le job crafting? Pourquoi c'est puissant? Parce qu'en fait, façonner son travail, faire en sorte qu'il nous convienne davantage en agissant dessus, c'est un petit peu comme l'effet IKEA. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet IKEA. En tout cas, je suis sûre que vous l'avez vécu. Vous avez monté un meuble. Vous voyez, là, ça a pris des heures et des heures, on n'a pas compris la notice, il nous manque toujours, vous savez, la pièce, où on arrête, on recommence, etc. À la fin de la journée, il est là. Et qu'est-ce qu'il est beau. Et en fait, il est vachement plus beau que le meuble du voisin, qui est le même. Pourquoi? Parce que c'est vous qui l'avez monté. C'est un biais cognitif qui fait qu'on apporte plus de valeur aux choses qu'on a faites soi-même. Donc on apporte plus de valeur à un job qu'on a façonné soi-même, plutôt que quelqu'un qui nous a dit comment le façonner. On peut le voir dans d'autres choses, hein. On peut le voir dans le petit plat qu'on s'est mitonné, qui est meilleur que celui du restaurant, dans le voyage qu'on a construit sur mesure pendant des semaines et des semaines, plutôt que le voyage organisé. Ce qu'on fait nous-mêmes a plus de valeur. Et c'est pour ça que le job crafting est puissant. Alors, en résumé, le job crafting, c'est un outil qui permet vraiment d'oser être soi. Et je crois que c'est un petit peu l'enjeu quand vous êtes ici. Qui permet d'oser être soi, qui permet de reprendre du pouvoir sur sa vie professionnelle, bien sûr, et donc sur sa vie tout court. Et c'est en ça que je vous invite, les uns les autres, à vous poser toutes ces questions dès demain dans votre travail. Alors, je ne peux pas terminer sans parler de co-responsabilité, parce que c'est un concept qui m'est cher, que je divulgue partout où je vais.
on ne peut pas faire du job crafting tout seul non plus dans son coin. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de qu'est-ce que vous, en tant qu'individu, vous pouvez faire. Mais je crois que pour que ça marche vraiment, c'est une démarche systémique qui implique la responsabilité des individus, des managers et de l'entreprise. La responsabilité des individus, c'est un petit peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est comment, finalement, je me pose les bonnes questions pour moi, comment j'identifie, j'exprime mes besoins, comment je fais partie de la construction de la solution. La responsabilité des encadrants, du management, pour celles et ceux qui sont aussi dans ce rôle, puisqu'on est parfois tout à la fois, c'est quoi? C'est de créer les espaces de conversation authentiques, francs, sincères autour de ces sujets. C'est d'encourager ces équipes peut-être à façonner leur travail, de ne pas bloquer, de ne pas avoir peur de perdre le contrôle si ça se passe autour de nous, au contraire. Et puis la responsabilité au niveau organisationnel, au niveau RH, au niveau des dirigeants, on va dire, c'est de créer cette culture-là. Et ça, c'est pas facile parce qu'on a toujours un petit peu peur de donner du pouvoir aux gens. On a toujours un petit peu peur, et pourtant je pense que ce sujet, c'est au contraire aussi une des meilleures manières de résoudre des problématiques d'attraction, de rétention et d'engagement des talents. Bref, le job crafting, je crois que c'est quelque chose que nous devrions tous mettre un petit peu dans notre vie. Et je terminerai en vous disant que finalement, apprendre à faire reverdir l'herbe là où on est, mettre son grain de sel quelque part dans son job, c'est vachement plus puissant que de chercher à tout prix l'herbe plus verte ailleurs. Merci.